Bonjour et merci de nous retrouver. Nouvelle édition de la matinale. Aujourd'hui, nous partons pour l'Afrique, les récents développements au Mali. Ce sera le thème principal dont nous nous entretiendrons ce matin avec Rony Ohayon. Rony, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau ce matin. Par téléphone, nous parlerons donc des récents développements lors des législatives en Israël avec Elsa. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à une semaine très exactement des élections. Et puis en dernière partie d'émission, nous recevrons Johanna Seba. Elle amènera quelques saveurs et couleurs hivernales sur ce plateau. Bonjour Johanna. Merci à vous aussi de nous avoir rejoints ce matin. Je ne vous en dis pas plus, on passe tout de suite aux principaux titres de l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On commence avec le Mali. Les djihadistes abandonnent les grandes villes du nord du pays, soumis à de fortes frappes aériennes françaises. Un porte-parole islamiste parle de repli tactique. Dans un même temps, les islamistes sont repassés à l'offensive dans l'ouest du Mali en s'emparant de la localité de Diabali, à 400 km au nord de Bamako. Après des combats avec l'armée malienne, Laurent Fabius s'est exprimé hier quant à la position de la France dans cette intervention. Écoutez-le. En intervenant au Mali, la France assume ses responsabilités internationales et remplit ses obligations internationales. Des intérêts essentiels étaient en jeu pour nous, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale. Et il fallait donc agir. L'urgence nous a imposé d'agir vite, mais nos partenaires européens, africains et aux Nations Unies montrent aujourd'hui qu'ils sont prêts à répondre eux aussi présent. Et le deuxième front de la France, c'est la Somalie. Des informations à manier avec précaution. Le groupe islamiste Shabab a annoncé la mort du deuxième soldat sur Twitter. Ce soldat avait été porté disparu depuis l'attaque échouée pour la libération de l'otage Denis Alex. La prudence est de mise quant au sort de l'otage français. Alors que les islamistes clament que l'ancien agent de la DGSE est toujours en vie, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme pour sa part que tout laisse à penser qu'il aurait péri lors de l'opération. On passe à présent à la Centrafrique. Conformément à l'accord de paix de Libreville, la nomination du nouveau Premier ministre Nicolas Tiengaye tardait hier à être annoncée. Le nouveau Premier ministre appartenant au mouvement de l'opposition devra œuvrer afin de former un nouveau gouvernement. En Iran, le pays pourrait produire suffisamment d'uranium pour fabriquer une ou plusieurs bombes nucléaires d'ici mi-2014. C'est ce qu'a estimé un groupe d'experts américains de la non-prolifération nucléaire dans un rapport qui recommande que les États-Unis et leurs alliés renforcent le régime de sanctions imposé à l'Iran. On poursuit avec la Syrie et une journée particulièrement meurtrière pour les enfants hier. Selon certaines informations, 26 d'entre eux ont péri dans les violences. Le régime en place et les rebelles s'accusent mutuellement d'être responsables de ce massacre. Au Pakistan, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues manifester à Islamabad pour protester contre le gouvernement en place. Les manifestants répondaient à l'appel du chef religieux modéré pakistano-canadien Tahir ul-Qadri qui exige des réformes face à un gouvernement considéré comme incompétent et corrompu. L'actualité en Israël à présent, si l'on insistait sur les aspects sécuritaires et de défense pendant toute la campagne, eh bien, force est de constater qu'une semaine, tout juste avant les élections, c'est la question du budget qui s'invite dans la campagne. Dror Even Sapir, bonjour. Le déficit, c'est le nouveau visage de cette campagne. Effectivement, Elsa, on est maintenant à une semaine, jour pour jour, du scrutin. C'est le 22 janvier que les Israéliens se rendront aux urnes et la campagne a pris un tour différent depuis hier, en se concentrant sur les aspects économiques et sociaux, ce qui est assez nouveau puisque ces aspects-là avaient été quelque peu négligés au cours de la campagne électorale, au cours des dernières semaines. On a davantage parlé de questions de personnes, on a davantage parlé des questions internationales, diplomatiques, et bien maintenant on parle des questions économiques. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que depuis 3 jours maintenant, on sait que le déficit de l'État est bien plus important que prévu. 40 milliards de shekels, c'est une somme très importante, plus importante en tout cas que ce que prévoyaient les analystes économiques. Tout cela, il va falloir le financer. Comment ? Peut-être avec des hausses d'impôts, peut-être avec des coupures dans les budgets, notamment dans les budgets sociaux. C'est en tout cas ce qu'affirme la présidente du Parti travailliste, Shelly Yachimovitch. Benjamin Netanyahou a accordé une interview hier à la télévision israélienne, à la chaîne de télévision numéro 2, et il a tenté de calmer les craintes de nombreux Israéliens en affirmant qu'il n'y aurait pas forcément de hausse d'impôts et que le déficit allait peut-être être
financé par d'autres moyens, notamment par les premiers bénéfices engendrés par l'exploitation des ressources en gaz naturel qui se trouvent en Méditerranée. Donc voilà, Elsa, eh bien, la campagne prend un tour nouveau avec ces questions économiques et sociales. On parle également de la composition de la future coalition avec des spéculations ici et là dans la presse. Mais encore une fois, ce qui est le plus important à l'heure où nous parlons, c'est ce tour économique et social que prend la campagne électorale, là, une semaine, jour pour jour, du scrutin, Elsa. Merci Dror pour ces explications. Léon Lisson, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'était le plus jeune des 1100 juifs sauvés par Schindler. Il est décédé samedi en Californie à l'âge de 83 ans. L'homme était âgé de 10 ans lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Il a été sauvé lorsqu'il a intégré le groupe des juifs qui avaient été envoyés pour travailler à l'usine d'Oskar Schindler. Voilà, c'est tout pour ce point sur l'information. Retour à vous, Nathalie, sur le plateau de la matinale. Très bonne journée à tous. Merci Elsa pour ces détails et ces titres. Rony Arion, bonjour. Bonjour. Alors on sait qu'en général vous êtes plutôt du soir, les téléspectateurs vous connaissent et vous voient dans le débrief présenté tous les soirs par David Seban. Merci de nous avoir rejoints à cette heure matinale. On parle aujourd'hui et à présent de l'Afrique et plus précisément du Mali. L'intervention française entre dans sa 5e journée. Il y a 3 mois, Rony, jour pour jour, François Hollande s'exprimait, disait que la France n'interviendrait pas au Mali. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement français à intervenir sur place? Je pense qu'il y a aujourd'hui 2 raisons, 2 événements très clairs qui ont poussé François Hollande à attaquer au Mali. La première, c'est la réunion du Conseil de sécurité le 20 décembre 2012 qui avait autorisé une opération militaire, une intervention internationale au Mali, mais conditionnée par la formation à nouveau de l'armée malienne au sein de laquelle on compte... Une formation qui aurait pu prendre plusieurs mois, voire des années. Qui est justifiée par le fait que cette armée a enfreint les droits de l'homme plusieurs fois et que certains des déserteurs de cette armée ont rejoint les rangs même des rebelles islamistes. Donc la communauté internationale ayant peur et restant passive, Hollande a été poussé à agir. La deuxième raison... C'est le premier point. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rebelles ont pris le contrôle de la ville de Kono, qui est la 2e plus grande ville du Mali, à 600 km au nord de Bamako. Et donc, le prochain objectif est la capitale du Mali. Et donc là, c'est un point, c'est la ligne rouge pour le gouvernement français. Alors ça, c'est les objectifs de la France. Les objectifs de la France lors de cette attaque, cette intervention, cette ingérence finalement dans les affaires maliennes. Quels sont-ils? À quoi la France veut aboutir avec cette intervention au Mali? Alors, la France veut tout d'abord apporter son soutien à l'armée malienne en place. Ce soutien vient par le biais, bien sûr, d'un équipement de formation, de main-d'œuvre de formation, des officiers de l'armée française d'encadrement, et bien sûr un soutien aérien, les raids aériens que l'on a pu voir depuis 5 jours. L'objectif n'est pas de reconquérir le Mali du Nord. Cet objectif, la France le réserve à la coalition des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit se réunir justement dans le mois à venir pour prendre une décision à ce sujet. Et François Hollande veut préparer le terrain en fait pour cette coalition et son entrée en action. Préparer le terrain, stopper l'avancée des extrémistes. Ces extrémistes, justement, on en parle, on y revient. Contre qui se bat la France en ce moment? Est-ce que ces islamistes sont bien équipés, bien armés? Est-ce qu'ils disposent d'un matériel sophistiqué, moderne? Qui sont-ils exactement? Alors qui sont-ils? C'est une vaste question parce qu'ils sont vraiment beaucoup. On parle de Ansar al-Din, organisation sunnite salafiste, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, organisation de laquelle on a déjà entendu parler, et Moudjahou, le mouvement d'union et du djihad en Afrique de l'Ouest, aussi mouvement très on va dire en croissance, principalement au Tchad et en Mauritanie, et qui s'installe aussi maintenant au Mali pour soutenir l'effort djihadiste contre le gouvernement et bien sûr contre la France qui s'implique maintenant. Au niveau de l'armement principal qu'il possède aujourd'hui, et ce sont les restes de l'armée des munitions et de l'armement de l'armée libyenne. Okay. Ce qui a on va dire, coulé vers le sud et vers le centre de l'Afrique après la chute de Kadhafi. Tout ça coordonné par l'Iran qui est responsable de l'approvisionnement et des munitions dans cette région. Alors, le lien entre... C'est finalement la première guerre de 2013, on peut la qualifier de la sorte. Le lien entre cette guerre que la France mène donc au Mali depuis 5 jours et l'instabilité dans le Sinaï,
je fais un raccourci ou le lien est direct? Le lien est direct et très clair, comme on va pouvoir le voir sur notre carte. Le premier lien qui crée ce rapport entre le Mali et le Sinaï est un corridor islamiste fondamentaliste qui a été créé vraiment de mer à mer, de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, entre la Mauritanie, le Mali, Niger, Tchad, Soudan et bien sûr l'Érythrée aux portes de la mer Rouge. Le Soudan, bien sûr, est un régime fondamentaliste, et dans le reste de ces autres pays, le nord du Mali, une vraie conquête des islamistes dans tout le nord du pays, et une présence terroriste un peu partout dans ce corridor qui permet donc un passage d'armes, de main-d'œuvre et d'idéologie d'Iran par le biais du Soudan et de tous ces courants d'Afrique vers le Sinaï aussi. Donc quand on parle de corridor de Philadelphie, c'est un peu le corridor de Philadelphie africain, c'est-à-dire que les armes passent directement de la République islamique à l'Afrique par ce corridor-là. D'où les attaques dont on a entendu parler et qui ont été attribuées à Israël, au Soudan principalement et aussi en Érythrée. Donc ce que vous sous-entendez en d'autres termes ici, c'est que les organisations sunnites et l'Iran chiite coopèrent de façon particulièrement active sur le territoire africain. Clairement, même si ce n'est pas le cas dans les conflits internes entre sunnites et chiites, comme on peut le voir en Syrie, au Liban ou ailleurs, dès qu'il s'agit d'Israël ou du djihad global, et là, dans ce cadre-là, on parle de l'Afrique, les efforts entre les sunnites et les chiites sont très coordonnés. Il y a une coopération intense entre, par exemple, on a pu voir l'exemple, par exemple, de Gaza contre Israël. Gaza, c'est le Hamas, organisation sunnite, qui est soutenue et en munitions, et en hommes, et en argent, par l'Iran chiite. Et donc c'est un peu le même cadre d'opération en Afrique. Il y a une vraie union entre sunnites et chiites contre, bien sûr, les républiques et les gouvernements officiels d'Afrique, mais bien sûr, après, pour continuer le djihad vers l'Europe. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, si je résume pour nos téléspectateurs, et si je résume un petit peu le condensé, si je dresse le condensé de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, France, Israël, même combat. Au bout du compte, je pense que dans les déclarations et de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et de Laurent Fabius hier, qui disait qu'il s'agissait d'un combat pour la survie de l'Afrique et peut-être même de l'Europe, je pense qu'on peut voir une vraie ressemblance avec les propos du Premier ministre Netanyahou lorsqu'il lance Pilier de Défense il y a 1 mois et demi de cela. C'est vraiment le même objectif, c'est faire face à la menace islamique qui veut se propulser vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux territoires et en fait mettre fin au monde hérétique comme il le voit. Parce que le but en réalité de ces islamistes, c'est de conquérir le nord de l'Afrique pour ensuite passer vers l'Europe? Ah, c'est bien, c'est ça, c'est la plateforme, c'est les ouvertures, les portes de l'Europe, et on voit bien qu'ils se sont situés en Afrique centrale, qui leur permet un accès direct vers le Maroc, l'Algérie et toute la côte méditerranéenne pour pouvoir après arriver en Europe. C'est l'objectif. Ronnie, autre question, 148 morts si l'on dresse un bilan pas définitif, malheureusement. 148 morts côté armée malienne, 100 morts dans les rangs des rebelles. Au Mali, comment on réagit à cette ingérence française, à cette intervention française? Pour l'instant, les réactions que nous avons pu recevoir sont des réactions principalement des gens qui habitent Bamako et dans la région de la capitale malienne. Et la population soutient l'intervention française. Ils comprennent le besoin d'un soutien pour leur armée malienne qui est vraiment en déficit face à ces rebelles du Nord, qui sont et non seulement armés, mais en plus qui détiennent dans leur rang beaucoup de membres et d'officiers de l'armée malienne qui ont déserté il y a 3 et 4 mois. Alors, si on doit voir l'autre versant de ce conflit, c'est les Français. Pour l'heure, 63% des Français soutiennent cette initiative française. Je dis pour l'heure parce que ça risque bien de changer. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, hier, le ministre français, était convié aux réunions de crise quant à cette intervention française. Certains responsables djihadistes affirment qu'ils vont frapper le cœur de la France. Quel crédit peut-on accorder à ces menaces? Un certain crédit tout de même. On a pu voir déjà sur le territoire de la France les opérations terroristes en 1995, l'attentat de Mohamed Merah il y a moins d'1 an de cela. C'est un cadre, la France est un cadre qui est très fertile car il ne faut pas oublier que c'est la région qui est maison hôte à la plupart des musulmans d'Europe, plus de 5 millions de musulmans en Europe, dont certains ont une proximité avec l'islamisme fondamentaliste et le terrorisme, et qui pourrait bien sûr devenir une plateforme pour les organisations qui voudraient se venger de l'opération ou de l'intervention française. Vous mentionniez Mohamed Merah, est-ce que c'est aussi l'une des raisons qui a poussé la France à intervenir? Je ne pense pas que ce soit directement une des raisons. La raison principale qui pousse la France à intervenir en Afrique, c'est son intérêt économique et géostratégique. On a pu voir l'activité de la France en Afrique est très très intense depuis déjà un certain nombre d'années. La Somalie, le Tchad, maintenant le Mali et plusieurs opérations spéciales
dans toutes les zones d'Afrique, je pense, de l'Afrique du Sud vraiment jusqu'à l'Afrique du Nord, la France est très impliquée, donc je ne pense pas que nous pourrions attribuer cette intervention à des activités terroristes sur le sol français. Ronnie, merci pour toutes ces explications et ces analyses ce matin. Revenez quand vous voulez pour nous expliquer la situation au Mali. Merci à vous. On passe à présent à une touche plus hivernale, plus culturelle avec Johanna. Bonjour Johanna, bonjour, merci Nathalie. de nous avoir rejoints ce matin. Notre grand item de la journée, c'est la série Homeland. On ne peut pas ne pas en parler. Il a raflé, cette série qui a raflé plusieurs Golden Globes hier aux États-Unis. Alors racontez-nous, c'est quoi, comment, pourquoi? Dites-nous tout sur cette série. Eh bien, donc comme vous l'avez dit, c'est la série qui a raflé depuis 2 ans toutes les récompenses. Golden Globes 2012-2013, Emmy Awards, la meilleure série dramatique, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice, c'est la série à ne pas rater. Je ne sais pas si vous la regardez. Alors, moi, personnellement, mais je sais que les Israéliens, les Américains en sont fous. Alors justement, racontez-nous cette histoire, parce que ce qui est important de souligner, c'est que la série américaine est particulièrement liée à la série israélienne. On va en reparler, mais faites-nous un peu le pitch, le scénario de cette série. Alors, Homeland, l'histoire, c'est 8 ans après la disparition de 2 soldats américains à Bagdad. L'un d'eux, Brody, réapparaît alors que tout le monde le pensait mort. Donc directement, il est rapatrié aux États-Unis, où il est accueilli comme un héros par tout le monde, sauf par Carrie Mathison, jouée par la comédienne Claire Danes, un agent du CIA qui est persuadé que Brody est devenu un espion, qui prépare une attaque terroriste contre le pays. Donc ça, c'est pour la série américaine. Quel est le lien avec la série israélienne qui se prénomme Khatoufim? Voilà, Prisonnier de guerre. Donc c'est une série israélienne qui a été créée, réalisée et produite par Gideon Raff. C'est il est devenu scénariste de la série Homeland. Donc c'est une série qui a été rachetée par Showtime. Donc il y a plusieurs différences entre les deux séries. D'abord, une grosse différence de budget. Il faut savoir que le pilote de Homeland équivaut à 2 saisons de Khatoufim. Oui. Forcément, les budgets ne sont pas les mêmes. Voilà, donc les thèmes sont identiques, mais Homeland, c'est vraiment la grosse série américaine, gros budget, thriller avec les agents de la CIA, avec des coups de feu, des attaques de terroristes, des terroristes infiltrés, des courses-poursuites dans les rues de Washington. Donc c'est vraiment la grosse production. Par contre, Khatoufim, c'est plus le côté drame familial, donc basé sur la reconstruction de 2 soldats israéliens, donc contre un... pour la série Homeland. Donc par contre, eux ont été retenus pendant 17 ans prisonniers, contre 8 pour Homeland. Et on va voir comment ils vont réussir à se reconstruire une vie, comment ils se réinsèrent dans la société. Donc il y a beaucoup moins de spectacles, mais c'est plus touchant et beaucoup plus humain. Alors c'est intéressant parce que cette histoire, finalement, c'est l'histoire d'un succès israélien qui s'exporte aux États-Unis et puis qui fait fureur dans le monde entier. On a d'autres exemples comme ça de succès israélien? Oui, il y a la série Betty Pool, donc en traitement, qui suit les rendez-vous d'un psychologue et de ses patients. C'est une série qui a eu un énorme succès en Israël et qui en a aussi beaucoup aux États-Unis. Et il y a la série Ramzor, Traffic Lights, qui raconte la vie de 4 amis d'enfance. Aussi gros succès en Israël, mais par contre, aux États-Unis, on ne sait pas pourquoi. Ça avait fait un gros flop, ça n'a pas du tout marché. Bon, on ne peut pas gagner à tous les Exactement. coups. On va le dire ainsi. On passe à tout à fait autre chose, l'actualité culturelle en Israël, et vous nous apportez un peu de glace et de froid. Alors, tout va se passer à Jérusalem. On commence la ville de glace du 1er février au 30 avril. C'est un festival de sculpture sur glace. Pendant 2 mois, c'est tout un univers qui a été érigé dans un énorme complexe de 1500 mètres carrés. Alors là, on voit justement les murailles de Jérusalem avec le moulin Montefiore qui ont été recréés en glace. Voilà, donc cette année, c'est un voyage en Extrême-Orient. Donc tous les visiteurs commencent par un voyage en Inde avec un mini Taj Mahal en glace, des sculptures d'animaux, des jardins. On continue la balade et on va arriver en Chine avec la muraille de Chine, le Japon. Il y a aussi des toboggans, des labyrinthes. Alors par contre, je ne sais pas pour ceux qui vont se risquer dans le labyrinthe, mais j'espère qu'ils ne vont pas se perdre, parce qu'il faut savoir qu'il fait moins 10 degrés dans ce village de glace, parce que évidemment, donc, pour que la glace ne fonde pas, il a fallu rester avec cette température. Donc pour ceux qui y vont, apporter les moufles, les manteaux. Les moufles et les manteaux sont de mise. Donc dans cette ville de glace, vous nous parlez souvent d'ateliers. On parlait la dernière fois d'ateliers de danse orientale, etc. Est-ce qu'on a un atelier ici aussi pour apprendre à sculpter sur glace? Non, malheureusement, je crois que c'est un peu compliqué. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est 60 artistes, concepteurs et sculpteurs chinois qui débarquent tout droit venus de Chine pour s'occuper de tout ça. Il leur faut 1 mois pour se mettre à sculpter et à préparer donc, cette ville de glace. Et c'est plusieurs centaines de tonnes de cubes de glace qui viennent de Belgique. Et tout est sculpté sur place. Exactement, oui.
Très bien. Autre actualité, on passe de la glace au bruit d'hiver tous les lundis en février, fin janvier. Oui, ça commence le 21 janvier. Donc les 4 lundis qui vont suivre le lundi du 21 janvier, c'est 4 séries de manifestations culturelles qui sont organisées dans 4 différents quartiers de Jérusalem. Donc quand je dis quartier, il s'agit vraiment de 3 petites rues et pendant toute la soirée, de 7h du soir à minuit, c'est tout le quartier qui va s'investir avec des ateliers de dégustation, de cuisine, des cours de chant, des cours de danse, des spectacles, des masterclass de grands professeurs d'école d'art, et tout ça donc dans des lieux insolites, des lieux inattendus, qui vont permettre de faire découvrir des endroits cachés du centre-ville. Donc ça peut être dans des bibliothèques, on le voit là, dans des bars, des restaurants, des galeries, même des salons de coiffure et des magasins. Et à cette occasion, c'est art, culture et gastronomie qui sont au rendez-vous. Donc, et qui organise ces événements, pardon Tout est organisé par des jeunes artistes et des étudiants en art, donc des écoles Sam Spiegel, qui est une école de cinéma, Bezalel, grande école d'art, et aussi l'Académie de musique de Jérusalem. Vous avez relevé certains événements Bien sûr, particuliers? je suis allée donc sur le site internet, j'ai vérifié tout ça et j'ai ma petite liste. Donc d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, un des prochains lundis, accompagnez-moi avec plaisir, voir un spectacle de danse d'une compagnie locale dans un magasin de chaussures. Intéressant. On a aussi un décor atelier pour le tango. moins intéressant et insolite. Oui, alors moi, j'imagine toutes sortes de choses. Bon, on verra. Il y a aussi un atelier de tango qui va être suivi d'une soirée dansante dans un restaurant. Aussi un concert de rock russe avec dégustation de vodka et de plats russes. On va devenir spécialiste en alcool et en danse, j'ai l'impression, toutes les Ouais. deux, à force Entre la d'aller fête de la bière. au festival de la bière et au spectacle de danse orientale. Exactement. On va devenir spécialiste. En tout cas, ça nous amène un petit peu d'hiver. Faut dire que l'hiver tarde à arriver. Il est arrivé la semaine dernière en Israël, mais il tarde à arriver. On est quand même à 20 degrés cet après-midi à Tel Aviv en tout cas. Donc bon, faut tout de même amener les manteaux pour la ville de glace. Un autre événement dont vous vouliez nous parler, c'est le chef Tochal qui fait son arrivée ici. Exactement. Alors ça, c'est une super manifestation culinaire. On n'en a pas assez parlé, c'est dommage parce que c'est très intéressant. C'est jusqu'au 23 janvier, plusieurs restaurants vont proposer des menus entrée, plat, dessert pour 84 shekels. Donc on peut retrouver la liste sur le site internet. Et donc après avoir eu très froid à Bruit d'hiver et au village de glace, on pourra, Nathalie, aller au restaurant Montifiori, qui est un restaurant gastronomique à Jérusalem. Il faut savoir que le prix généralement d'un plat est entre 80 et 100 shekels. Donc ça vaut le coup là, de payer 84 shekels. C'est assez abordable pour, pour ce genre de, ça vaut le coup, sortie. Ça fait passer une bonne soirée au coin du feu, comme Exactement. on dit, dans cet hiver hiérosolomitain. Le festival du champignon aussi. Ça aussi, donc ça c'est un autre restaurant, le restaurant Lavan Bassinémathèque à Jérusalem, qui propose depuis 2 ans le festival du champignon. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant. Le champignon sous toutes ses formes. Exactement, donc, il y a 12 espèces de champignons, des cèpes, des girolles, des bolets bronzés, des coulmelles, donc tout un tas de noms que je ne connaissais pas forcément, et avec un menu spécial qui est servi. Donc les champignons, est-ce qu'on en a aussi dans les desserts, où il y a des desserts un peu plus particuliers? Ah oui, bien sûr. Alors, le champignon dessert, en sucré en dessert. Mystère, un dessert mystère à base de champignons et de chocolat. Donc je pense que ça vaut le coup d'être goûté. Ça vaut le coup d'être goûté, on goûtera, on s'y rendra. Merci Johanna pour ces adresses, pour ces événements, pour cette note d'hiver mais très chaleureux que vous nous avez apporté ce matin sur ce plateau. Voilà, c'est donc sur ces douceurs, champignons, chocolat, ces idées que nous refermons cette émission. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien.